Salut à tous, c'est Flippies et bienvenue dans cette nouvelle émission lecture après un mois de pause au mois d'août pour les vacances. Puisque déjà c'est les vacances et puis il n'y a pas beaucoup de sorties, donc c'est l'occasion de rattraper un peu son retard, de lire d'autres choses. Mais voilà, il n'y avait pas de grosses nouveautés bien juteuses à vous parler. Et puis, autre nouveauté, vous l'aurez remarqué, le décor, et vous l'aurez peut-être même entendu, le son, il y a un peu d'écho. Voilà, j'en suis désolé, c'est tout simplement mon appart étudiant. Donc voilà, le truc est pas meublé full partout avec des trucs partout sur les murs dès le début. C'est un appart étudiant, j'ai envie de dire, mais j'avais envie d'essayer de tourner ça ici plutôt que dans la chambre où j'ai fait le vlog. Puisque il y a l'étagère, les BD, des petites figurines. Je trouvais le contexte plutôt sympa et puis je voulais essayer de mettre une petite ambiance. Donc cet épisode de rentrée sert un peu de test. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vraiment l'écho est trop prononcé, je retournerai dans ma chambre où la pièce est beaucoup plus petite et il y a plus de choses, donc l'écho se fait beaucoup moins ressentir. Quoi qu'il en soit, j'espère quand même que vous prendrez du plaisir à regarder cet épisode de la rentrée, puisque il y a du lourd, il y a du très lourd, j'ai envie de dire. Regardez-moi ça. Voici. Donc, on a du Radiant, évidemment, du Blue Giant, un incontournable, Demon Slayer, Héros de la Galaxie, Beastars, du Star Wars, Green Lantern, autre incontournable, et enfin, même une BD pour cette rentrée avec le retour de Captain Biceps. Et ça, franchement, c'est lourd. Je vous propose donc d'attaquer directement par le 12e tome de Radiant par Tony Valente. Alors déjà, première chose qui m'a troué le cul, voilà, faut le dire, les pages de décor. Il y a eu plusieurs pages de décor, notamment une fameuse double page. Waouh. Ah, réellement, waouh, incroyable. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, si vous suivez un peu l'actualité Facebook de Radiant ou de Tony Valente, mais il a parlé justement de cette fameuse double page de décor. Ça l'avait mis un peu en retard au départ pour la faire, puisqu'elle a demandé énormément de détails. Et waouh, Ankama, à la prochaine Japan Expo ou au prochain gros truc, faites-la s'il vous plaît en planche. Je la veux là derrière, je la veux là cette planche. C'est une tuerie, c'est une dinguerie monumentale. Plus généralement, les dessins sont toujours vraiment trop stylés, ça fait plaisir à voir. Et puis, côté scénario, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le voile autour des Domitors, des Domitors, il me semble, j'ai un doute sur le nom, des personnes justement qui arrivent à contrôler les créatures. J'ai un doute sur leur nom, mais on lève un peu le voile quant à leur organisation qui fait un peu penser par exemple à l'Akatsuki ou ce genre de choses. Depuis le personnage justement qu'on avait eu dans le premier arc, alors je me souviens, tout ça c'est vieux donc je me souviens plus de tous les noms, mais voilà, la première Domitors, et donc la nouvelle c'est justement ce personnage qui est sur la cover, voilà, que vous pouvez voir, et qui est vraiment très très stylé je trouve, et c'est d'ailleurs dans le tome 11, c'est ce personnage que j'ai en dédicace, voilà, que Tony Valente m'avait fait en dédicace, donc voilà, j'aime plutôt bien ce personnage. Et puis en plus de ça, donc on a l'air de découvrir une race de créatures, une organisation, une autre en plus des Domitors, un peu ancestrale, un peu mystérieuse, qui a l'air très puissante. Et puis au centre de tout ça, la plupart des autres héros ont été capturés dans le précédent tome, et c'est donc Doc et ces esprits de rois, de chevaliers qui vont être un peu au centre de l'intrigue avec le vieux Yaga, ou le vieux... comment il s'appelle déjà le vieux? J'ai un doute, enfin bref, le vieux magicien et son chaudron, bien stylé, que je vous le montre quand même. Voilà, ce personnage-là, je suis désolé, j'ai quasiment bouffé tous les noms, c'est pas cool, mais voilà, ça fait partie de Radiant, ça fait partie de mon gars que j'ai lu au tout début du mois, donc j'ai un peu, voilà, j'ai pas retenu tous les noms. En tout cas, ça fait toujours plaisir, voilà, je kiffe. Maintenant, quand est-ce qu'arrivera le tome 13 ? Bon voilà, le 12 est juste terminé, j'attends de voir, je serai montré patient, mais là avec tout ce qu'on a, l'histoire commence à être très concrète, on commence vraiment à voir où est-ce qu'on va avec cette histoire de Radiant, et franchement ça promet du lourd. On continue avec Beastars volume 6 de Paru Itagaki, déjà 6 volumes. Alors à chaque fois je vous dis Beastars, voilà, à chaque tome c'est de plus en plus fou. Là ça se calme un peu, pas dans le fait que ça soit moins bien, mais dans l'histoire, puisque le volume 5 était quand même sacrément vénère, hein. Voilà, ceux qui l'auront... Voilà, le volume 6, on arrive à un stade où ça va être difficile de pas spoiler ceux qui n'ont pas lu, donc il va falloir que je reste assez évasif pour éviter de spoiler, tout en essayant de donner envie de lire à ceux qui n'ont toujours pas commencé la série, parce que sans déconner ça défonce, et même
une adaptation de Beastars ne pourra pas retranscrire ce qu'est le manga Beastars dans la mesure où il y a toujours un changement de média quoi qu'il arrive, même par exemple dans One Piece où l'anime colle très fidèlement à ce qui se passe dans le manga, mais là Beastars, on est dans le cas vraiment d'un découpage si particulier que l'anime ne pourra pas vraiment rendre ce qu'est le manga Beastars. Donc vraiment lisez Beastars, ça mérite franchement, c'est trop cool. Et puis du coup, on revient à une situation un peu plus quotidienne pour les personnages et toujours cette relation Legoshi-Haru qui est développée et je trouve ça génial. C'est pour ça aussi à chaque fois que je vous parle de Beastars, je dis faudrait que je consacre une vraie vidéo à Beastars, c'est-à-dire une vidéo écrite, un peu réfléchie, pas juste une petite critique à chaud du tome que je viens de lire parce que mais c'est complètement dingue, cette relation Haru-Legoshi, c'est génial. Par où commencer? C'est difficile de pas vous spoiler encore une fois, mais en gros, Haru et Legoshi sont plus ou moins dans une scène qui va impliquer un rapport sexuel. Voilà, d'ados, voilà, de terminale, de jeunes ados. Sauf que ils ne savent pas s'ils sont vraiment partenaires sexuels et même au-delà de ça, amoureux l'un de l'autre, ou s'ils sont plus dans une relation de proie et prédateur. Puisque tous deux, Haru a l'air d'avoir des sentiments, Legoshi a des sentiments, il en est presque sûr désormais, il sait, il commence à clarifier ça pour lui, il sait vraiment ce qu'Haru est à ses yeux, mais malgré tout, il y a leurs instincts animaux. Et Haru, justement, se voit, même si c'est elle qui a l'initiative de cet acte sexuel, va se placer volontairement, par instinct en fait, dans la gueule de Legoshi, comme si elle allait être dévorée par ce dernier, alors qu'ils ne sont... Enfin voilà, ils sont plus là ils sont clairement dans un acte qui va être de plaisir plutôt que dans un acte de se faire bouffer et de mourir. Et il y a ça que je trouve fantastique, c'est que mais il y a toujours cette frontière en fait de savoir à quel moment, enfin jusqu'à quand la conscience en fait va nous permettre de repousser nos instincts d'animaux. Et justement il y a un gros parallèle à dresser avec l'homme qui fait que l'homme justement par sa conscience et plein d'autres choses philosophiques on va dire arrive à s'élever au-dessus des autres espèces animales puisqu'il est doté de conscience qui s'exprime notamment par la parole. Enfin voilà, je suis pas scientifique mais c'est très vite résumé. Et justement, ce qui est génial, c'est que là, ce sont des animaux anthropomorphes. Et justement, cette frontière entre instinct animal et conscience est exacerbée, est encore plus mise en avant, et je trouve ça génial. L'écriture de ce manga est juste folle. Vraiment, c'est un régal. Et puis, outre cette relation, il y a également Louis et j'ai oublié Juno, voilà, Juno la louve, du coup. Ces deux personnages qui suivent également un chemin de plus en plus sombre, surtout pour Louis, qui va sûrement préparer quelque chose qui va peut-être dépasser ce qui va arriver à l'Institut Sherrington et qui commence à englober la société qu'on a découvert notamment via la petite visite de la ville, le marché noir, les gangs, et maintenant on va au-delà avec vraiment ce qu'est la société, puisque d'ailleurs ça se termine par une réunion des représentants des différentes espèces pour élire le Beastars. Voilà, dès le tome 6, on nous parle d'élire le Beastars, quelles conséquences ça va avoir sur le héros Legoshi, sur la série en général, je ne sais pas, mais je suis hyper impatient de lire ça, vraiment, de toutes les lectures que j'ai pu lire ce mois-ci, c'est vraiment la suite de Beastars qui me fait énormément envie, je suis très curieux de voir ce qui va advenir de la série, donc je vous le dis, je le répète, mais vraiment Beastars, rien que pour ses qualités vraiment de BD propre, lisez Beastars parce que franchement c'est une expérience super cool. On continue avec un hit en puissance, Demon Slayer, ou aussi connu sous le nom de Kimetsu no Yaiba, le fameux animé à succès qui cartonne en ce moment, qui est notamment diffusé sur Wakanim. C'est donc Panini Manga qui s'occupe de distribuer, de nous proposer le manga de Koyoharu Kotuge, et au lieu de vous faire le résumé traditionnel de chaque nouveauté, je vous laisse avec le petit spot publicitaire de Panini.
Alors, voilà, le spot est vraiment chouette, c'est édité par Panini Manga, je dois avouer que c'est assez surprenant, hein, puisque ça fait longtemps que Panini Manga n'avait pas eu une grosse nouveauté comme ça. On va pas se mentir, je suis un peu fébrile quant aux capacités de l'éditeur, vu la réputation qui se traîne, surtout dans leur broche manga. Mais bon, voilà, pas de procès d'intention, on va voir ce qu'ils font. J'ai pas trop suivi l'erreur des couvertures, voilà, je vais pas revenir là-dessus parce que je risquerais de dire des conneries, donc voilà. Apparemment, il y a eu des erreurs d'impression et il y aurait de nouvelles couvertures, je crois, que vous pouvez aller demander gratuitement pour les tomes 1 et 2 en librairie pour les changer. Voilà, je n'ai honnêtement pas plus d'informations que ça. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, eh bah ouais. Honnêtement, ouais, je trouve pas le dessin incroyable, je trouve qu'il y a un peu le trait fin qu'on peut avoir dans un Naruto ou dans un Black Clover, par exemple, mais je trouve pas ça incroyable. Pareil pour l'histoire, finalement, je trouve ça assez classique pour l'instant. Je m'attendais vraiment à avoir pas lire du Kingdom, mais ce que je veux dire, c'est avoir une surprise. Voilà, quand j'ai lu Kingdom, je me suis dit, ah ouais, j'avais pas lu encore de trucs comme ça. Là, Kimetsu no Yaiba, d'accord. Alors, du coup, ça cartonne de partout, je me dis que ça vaut peut-être le coup quand même de forcer et d'être patient, parce que ça me paraît bizarre qu'il y ait autant de monde qui s'enjaille dessus si c'est vraiment pas si ouf que ce que j'ai trouvé le premier tome, donc voilà. Je vais jouer la carte de la patience. En commentaire, n'hésitez pas à me dire pourquoi Kimetsu no Yaiba est vraiment bien, au-delà de l'animation du coup, puisque je parle du manga, donc vantez-moi les mérites de l'histoire à la limite, sans spoiler bien entendu, hein, s'il vous plaît. Et puis je vais voir, il y a de fortes chances que j'essaye au moins le tome 2 pour voir ce que ça donne, et puis on verra bien ce que ça donne, mais en tout cas, ça peut être intéressant. En tout cas, j'aime beaucoup déjà l'ambiance 20e siècle, un peu avec voilà, les sabres, les démons en soi, c'est plutôt stylé, ça peut nous promettre des choses assez cool, donc voilà. Pas de procès d'intention encore une fois, et je vais être curieux et patient pour découvrir la suite. Blue Giant volume 8. Alors, je ne devrais pas vous en parler de Blue Giant, on est au volume 8, je ne peux plus vous en parler, je risque de vous spoiler, mais j'aime Blue Giant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme Kingdom, on est rendu trop loin, mais j'ai quand même envie de vous dire, regardez, le tome 8 est sorti, si vous avez toujours pas commencé, c'est le moment de vous y mettre. Il reste plus que 2 tomes, hein, la série sera finie en 10 volumes, j'attends ça avec impatience, honnêtement, je sais pas si ça sera fini avant la fin de l'année, à voir. Là, on a vraiment un travail sur l'histoire des 2 personnages principaux secondaires, voilà, qui accompagnent le héros. C'est très sympa. Voilà, le groupe commence à vraiment se faire un nom. C'est stylé, voilà, c'est stylé de voir ces pages pleines de musique. Je kiffe toujours autant. Voilà. Je pense que cette critique va être vraiment la plus courte, mais voilà, juste pour la symbolique, je pense que je vais vous parler des 10 volumes de Blue Giant à chaque fois pour vous dire, regardez, c'est sorti, mais voilà, je peux pas vous en dire plus. C'est trop cool. J'ai déjà tout dit sur Blue Giant, et là encore, un peu comme Beastars, ça pourrait pourquoi pas mériter une petite vidéo vraiment bien centrée sur l'histoire pour vous présenter plus en détail l'univers de Blue Giant et ce qu'a proposé ce manga vraiment bien stylé. Et d'ailleurs, s'il y avait une adaptation animée, ça serait assez intéressant et complexe du coup pour ceux qui s'en chargeraient de voir comment ils vont faire pour tous les morceaux de jazz et toutes les impros de saxo, de piano qu'il pourrait y avoir. Ça pourrait être un très gros défi, et réussi, ça pourrait donner une bande-son absolument magistrale. Voilà, donc je lance l'idée, voilà, je sais pas du tout si c'est prévu au Japon, mais ça pourrait être bien classe. Dernier manga, Les Héros de la Galaxie volume 6. Alors ça fait un moment que j'avais pas lu Les Héros de la Galaxie, puisqu'il me semble que ce tome 6 est déjà paru il y a quelques temps. Ça y est, les choses sérieuses commencent, ça part en couille, les 2 protagonistes, donc qui sont chacun dans un camp opposé, commencent à atteindre des grades de ouf, à pouvoir diriger les stratégies, ça pète dans tous les sens, c'est un régal. En plus, le dessin, je suis toujours aussi fan du dessin, dessin d'ailleurs de Yoshiki Tanaka, qui a un petit style, je trouve, très... qui retransmet, enfin qui donne ce côté poésie un peu lyrique, voilà, lyrique, c'est le mot, voilà, c'est le mot, c'est magnifique, et puis tout en donnant une atmosphère toujours, je trouve, de cette mort par le vide spatial pesante. On parle quand même de milliers de vaisseaux qui au moindre laser peuvent exploser dans l'espace et tuer tout l'équipage par décompression, enfin, il y a cette angoisse, je trouve, toujours permanente, cette epicness qu'il y a. Vraiment, Les Héros de la Galaxie, c'est un délire. Je dirais, c'est pour moi le Kingdom spatial, c'est pas au niveau de Kingdom, bien entendu, je trouve, parce que Kingdom a son charme propre, mais
Si vous aimez justement, si déjà vous aimez les space opéra, bah, lisez Les Héros de la Galaxie, c'est un must-have, hein. C'est l'adaptation d'une des plus célèbres séries de SF, une des plus célèbres séries de romans de SF, voilà, de japonaise, donc clairement c'est une valeur sûre en termes d'histoire. Et puis même si vous ne connaissez pas, par exemple, bah, dans Kingdom, par exemple, si c'est la stratégie militaire qui vous plaît, dans Les Héros de la Galaxie, c'est ce qu'on retrouve, mais version spatiale, c'est dantesque, c'est cool, voilà, c'est bourré de stratégie, de combos, de twists, ça déglingue, c'est vraiment une série très plaisante à lire. On passe à du comics, mais on reste dans du space opéra avec Star Wars. Star Wars, l'ère de la République, les héros, puisque j'ai vu ça en fait, ils lancent des comics, c'est un recueil de one-shot Age of the Republic, puisque ils ont fait plein de one-shot en fait apparemment, Disney hein, pour Star Wars. C'est des one-shots sur des personnages d'une époque précise, donc là, c'est les héros de la période prélogie. Apparemment, il y a toujours un équivalent avec les vilains, donc je pense que je le prendrai, ça m'intéresse vraiment pas mal. Et du coup, on va avoir plein de one-shots, donc un sur Qui-Gon avant la menace fantôme, on va en avoir un sur Anakin entre l'épisode 2 et 3, un sur Mace Windu avant la menace fantôme aussi. Voilà, ça se balade. C'est sympa, c'est fait par Jodie Whittaker et Corey Smith qui ont déjà bossé sur d'autres séries de la saga Star Wars, du nouvel univers étendu, made in Disney on va dire. C'est clairement pas indispensable. Hein. Clairement ce comics c'est un one shot du coup puisque c'est déjà en soi rempli, c'est un recueil de one shot. C'est clairement pas indispensable, les dessins sont sympas, les histoires aussi c'est tranquille. C'est juste si vous aimez Star Wars, si vous aimez la période prélogie comme moi, c'est une lecture bonus très sympa, mais si vous devez lire du Star Wars, c'est pas la série que je conseillerais en premier. Mais voilà, en lecture bonus, c'est très sympa, ça fait le taf, ça permet de découvrir un peu plus, sachant que c'est que des one-shots, il n'y a pas de très grosses histoires dedans, hein, c'est juste des scénettes, entre guillemets, j'exagère, mais c'est pas aussi court non plus que ça, mais voilà, ça raconte pas des histoires de dingue, c'est juste des petits moments de vie de certains personnages qui sont plutôt intéressants, notamment j'ai bien aimé la première justement sur Qui-Gon, où on voit un petit peu déjà avant la menace fantôme qui se posait des questions sur ce que sont devenus les Jedi et l'ordre Jedi, et la manipulation des politiciens, donc c'était assez sympa, voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce comics, donc on va tout de suite passer encore à de l'espace avec Green Lantern. Green Lantern Rebirth Tome 6, donc volume final, ça y est, c'est le dernier. On reste sur de l'espace, hein. Voilà, Héros de la Galaxie, Star Wars, Green Lantern, on est sur de l'espace, je kiffe ça. Alors, beau bébé déjà, hein, vous voyez, on a une bonne pagination. C'est la fin, le grand final de cette série Green Lantern Rebirth, qui avait commencé avec le retour du Green Lantern Corps contre le corps de Sinestro, avec ensuite l'Alliance. Et franchement, cette conclusion est assez surprenante puisque tout ce qu'on a vu dans les 5 précédents volumes va justement permettre de mettre en place cette conclusion avec le retour de plein de personnages qu'on a suivis et comme si en fait, c'est même pas comme si, ça a été écrit, cette série a été écrite en fait pour en arriver là, tous les arcs qu'on a eu avant sont écrits pour en arriver à ce moment précis. C'est plaisant, je trouve, c'est très plaisant, ça me rappelle un peu certaines histoires de manga, voilà, où on sent vraiment que plein de choses finissent par se regrouper dans un arc final. C'est cool. Bon, les dessins, on est toujours sur monsieur Rafa Sandoval, qui me régale, hein, clairement. Tapez Rafa Sandoval de toute façon sur Google Images, vous allez voir. Moi, je suis totalement fan de son style de dessin, il gère à merveille les effets numériques, en plus sur un peu toutes les lumières des Green Lantern et tout ça, c'est un régal. Et puis, le combat final est assez dantesque, on laisse un statu quo plutôt intéressant, voilà, la suite, ce qu'annonce la fin peut être intéressant, mais malgré tout, j'ai beau adorer Green Lantern, je trouve que ces dernières années, l'histoire tend à un peu trop se répéter, on est toujours sur le corps est détruit, il reste plus qu'un Green Lantern, ce Green Lantern va tout tenter pour sauver le corps revient, il doit se reconstruire, il affronte des ennemis, il finit par affronter une nouvelle armée, puisque là, clairement, il y a ces mecs-là, les Darkstar, qui arrivent, qui veulent supplanter les Green Lantern, mettre leurs propres lois, les remplacer parce que les Green Lantern ont failli à telle ou telle mission. On en revient un peu toujours au même, et j'avoue que c'est lassant, hein, on va pas se mentir, c'est lassant, j'ai l'impression que pour l'instant, il n'y a plus grand chose à raconter sur Green Lantern, ça me fait un peu mal au cœur parce que j'adore ça. J'espère que ça va pas tuer la série, surtout qu'en France, c'est pas forcément la série d'Urban qui rencontre le plus son public, enfin qui trouve le mieux son public. Donc j'espère que ça n'empêchera pas Urban
de publier la suite, puisque je pense que comme d'autres séries, par exemple Superman Rebirth a redémarré au volume 1 avec Clark Kent Superman, j'espère que la suite de Green Lantern arrivera, parce que je reste fan de cet univers, et j'ai bon espoir que on nous propose de la nouveauté. Ça c'est fait, il y a toujours... Voilà, faut attendre qu'il y ait un scénariste qui se sente vraiment inspiré et qui nous propose la nouveauté qui va faire la différence. Maintenant, quand est-ce que ça sera, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je suis toujours fan de Green Lantern et Urban. Voilà, Urban, si jamais vous passez par là, j'attends toujours le volume 6 et 7 des Geoff Johns présentes parce que franchement, c'est du lourd, c'est du très lourd. Et enfin, on termine par la fameuse bande dessinée franco-belge. Alors là, on est dans le plus pur franco-belge, Zep et Thébault qui reviennent sur Captain Biceps, volume 7. Ma série de cœur. J'ai commencé la bande dessinée, une de mes toutes premières bandes dessinées vraiment à moi, c'est Captain Biceps que je lisais dans les suppléments d'été du Télépoche, un programme télé. J'avais adoré quand j'étais gosse, j'avais fini par... mes parents avaient fini par m'acheter le tome 2, je crois, en premier, que j'avais lu, j'avais dévoré, j'avais adoré. Donc pour vous dire, ça remonte à cela il y a plus de... Oh, je pense qu'il y a peut-être 15 ans, entre 10 et 15 ans. Hein, ça commence à dater un peu, on va pas se mentir. Et là, Captain Biceps fait un retour en force. J'avais arrêté au volume 5 puisque déjà le volume 5 je l'avais trouvé un peu moins bien et le volume 6 était vraiment pas ouf je trouve puisque le format Captain Biceps avait été très édulcoré à cause de l'animé pour enfants, l'adaptation, voilà, un petit dessin animé qui avait été fait. C'est un petit peu la malédiction de Zep dans ses créations qui à la base ne sont pas des créations pour enfants, hein, pas du tout. Titeuf à la base c'est pas du tout pour enfants. Et on en fait une adaptation animée pour les enfants, et du coup les BD sont édulcorés pour coller à l'adaptation du support de base. Je trouve ça bien dommage. Là, heureusement sur ce volume 7, on revient à quelque chose de... On revient au basique, vraiment avec ce qui se faisait. On a des nouvelles formes de mise en page, voilà, ça a quelque peu changé pour ceux qui connaissent par exemple. Alors attendez que je vous montre ça, voilà. Vous voyez, on a des... Par exemple, les trucs qui sont en bas avant étaient sur le côté, mais on a toujours à peu près cette présentation qui revient. Moi j'adore, je suis fan, c'est très marrant. Et puis on retrouve plein d'anciens personnages des 2-3 premiers tomes, notamment les Marvel, comme par exemple les parodies d'Iron Man qui reviennent pour de nouveaux gags, pour de nouvelles histoires, puisque tout s'est un peu remis au goût du jour grâce au récent succès du MCU. Il y a plein de nouvelles références, plein de nouvelles blagues à faire. Thanos et son ordre noir intègrent les pages par exemple. On a également un extrait sur Stan Lee qui est très drôle. Il y a plein de choses, il y a d'autres petites histoires, il y en a une avec Aquaman par exemple. C'est le feu. Et honnêtement, vous pouvez commencer par ce tome 7, c'est des enchaînements de gags, vous voyez, généralement une page se suffit à elle-même, hop, ou en double page par exemple, et puis des fois il arrive comme pour Aquaman, que vous ayez voilà, une histoire sur 2-3 pages en bande dessinée plus standard, avec un gaufrier, on va dire des cases voilà, plus traditionnelles. Mais c'est un régal, vous pouvez commencer par le tome 7, je vous invite même à le faire, puisque les autres, du coup, le tome 6 était moyen, vraiment, et puis les autres tomes commencent à vraiment dater. Là, pour les références les plus récentes, vaut mieux se tourner sur ce dernier tome, et puis, si ça vous plaît, après, comment repartir à la base. Mais franchement, très honnêtement, je ne dis pas ça parce que c'est ma BD de cœur, mais je me suis vraiment beaucoup marré, et si vous aimez les comics, les super-héros et tout ça, même les mangas, parce qu'il y a Sangoku dans ce volume 7, franchement, il y a plein de références très très drôles. Cette émission de la rentrée s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu, malgré ce petit écho. On va voir si vraiment l'écho ne se fait pas trop ressentir, je continuerai peut-être de tourner ici, je trouve ça quand même plus sympa avec la petite guirlande, les petites figurines. Bilan de ces lectures, et pas mal de très bonnes choses encore une fois, ça fait plaisir de faire une rentrée avec d'aussi bonnes lectures. Bon, on a toujours les suites, hein. On a Radiant, Beastars, Blue Giant, les héros de la galaxie, tout ça, c'est des suites qui font clairement très plaisir. Demon Slayer, j'attends un peu, voilà, j'attends un peu Demon Slayer pour juger. Star Wars, bon, Star Wars va être le point faible dans le sens où pas qu'il est mauvais, mais c'est vraiment le truc le plus oubliable entre guillemets. Mais encore une fois, si vous kiffez vraiment cette période prélogie, tentez le coup. Je pense même moi tenter l'équivalent avec les méchants, autres que les héros. Franchement, je trouve ça très sympa. Green Lantern, un final vraiment très stylé, toujours avec les équipes d'artistes qui régalent. Et puis, pour terminer, Captain Biceps, voilà, un retour de Captain Biceps qui fait plaisir. J'espère en tout cas, durant les prochaines émissions de lecture,
vous proposer plus de bandes dessinées franco-belges. Ça manque un peu, voilà. Moi, j'aimerais en lire plus, et puis je trouve que ça permettrait d'apporter un peu de diversité à ces émissions lecture. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les lectures dont je viens de vous parler, n'hésitez pas non plus à me conseiller des lectures en commentaire, évitez de spoil, bon, Captain Biceps en soi il n'y a pas grand chose à spoiler par exemple, mais voilà, évitez de spoil quand c'est des séries un peu avancées ou que je n'ai pas lues. Si vous ne savez dans le doute, ne spoilez pas du coup, même pour les autres. Et puis nous sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous.